Soro Guillaume veut être président parce qu'il veut s'enrichir. Et lui, il pense que le poste de président, là, c'est son droit. C'est son droit de naissance. Depuis qu'il a goûté cette position de Premier ministre, donc il s'est dit qu'il n'a rien. Son premier travail dans la vie, c'est être rebelle. Et puis, quand il a fini l'université avec la FESI, son premier travail, c'est rébellion. Deuxième, c'est Premier ministre. Donc, il s'est dit que la vie est facile. Donc, lui, il est né pour être président, c'est-à-dire sans faire d'efforts. C'est-à-dire tuer les gens et puis être Premier ministre et puis maintenant être président. Maintenant, il veut trouver un moyen pour créer une certaine rébellion en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce qu'on va revenir sur Gbagbo. Le fait qu'il a donné de l'argent à l'ancien président, des millions d'euros à l'ancien président français. Donc déjà, on ne peut pas dire que c'est un panafricain. Et jusqu'aujourd'hui, je vois des Camerounais, des Africains qui disent que Gbagbo est un panafricain. Non, Gbagbo n'est pas un panafricain. Le fait que tu donnes de l'argent du contribuable à un président français, et on te pose des questions, tu n'as jamais nié. Et la réponse à ça, tu dis, moi ça m'a surpris que le président français peut me demander de l'argent. J'étais tellement surpris que je lui ai remis ce l'argent. Mais l'argent de contribuable, des gens qui ont tiré sur des Ivoiriens à l'hôtel Ivoire, ce n'est pas parti quelque part. Des Ivoiriens sont morts. Tu n'as même pas amené l'affaire en justice internationale parce que tu avais peur de la France. Tout ce qui t'intéressait, c'était ton pouvoir. Et aujourd'hui, tu vas venir dire que tu es panafricain parce que certains sont assis au Cameroun et dans d'autres pays, ils ne connaissent pas ton histoire. Et puis, ils viennent, ils te disent que tu es panafricain parce que tu as résisté. Tu as refusé de quitter au pouvoir parce que c'était une résistance contre la France, mais c'était une fausse résistance. C'était une fausse résistance. Tu protégeais ton pouvoir, tu protégeais ta richesse. Tu dis à chaque fois que si toi tu voulais être riche, tu n'avais pas le poste de président, tu allais rechercher. Non, c'est faux. C'est faux. Tu es devenu président, tu as vu l'importance, tu as vu comment être président peut te rendre riche. Et tu as goûté à ça. Donc, il ne faut pas venir nous dire que la richesse ne t'intéresse pas. La richesse financière ne t'intéresse pas. Tu peux mentir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ce podcast, c'est pour pouvoir sensibiliser nos populations. Les États-Unis sont en train de chercher un moyen pour pouvoir se débarrasser du président Ibrahim Traoré, pour pouvoir le tuer, comme ils ont fait notre idole Thomas Sankara. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui travaillent avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire pour pouvoir trouver un moyen pour pouvoir tuer Ibrahim Traoré. Et nous, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Donald Trump n'a qu'à savoir ça en même temps. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. On ne va pas accepter ça aujourd'hui, on ne va jamais accepter. Donc, le message est clair. Le président Ibrahim Traoré doit se préparer. Il doit se préparer pour pouvoir ne pas être surpris. Ce qui se passe dans le pays de l'AES, c'est une très bonne chose. C'est le début de la vraie libération. Voilà un peu la situation de Alassane. Et pour moi, il ne doit pas briguer un 4e mandat. Mais je pense qu'il a décidé et il va le faire. Il veut simplement s'éterniser. Je ne sais pas, le pouvoir l'a envoûté. Son entourage le fait croire à certains trucs. Mais à son âge, on ne peut pas dire qu'il est manipulé. Il est responsable de ce qu'il fait. Il est en train de suivre l'exemple de Paul Biya. Paul Biya au Cameroun, qui a créé une certaine dictature, mais transformée en royauté, ce que j'appelle la royauté camerounaise. C'est unique. Une dictature qui s'est transformée en royauté.
simplement Paul Biya, lui, doit mourir au pouvoir. Et ça, tous les Camerounais sont au courant. Personne ne peut parler. Quand tu parles au Cameroun, on te tue. Eux, ils n'hésitent même pas même. Le message est très clair. Oui, si vous voyez aujourd'hui Nathalie Young, Franklin, c'est Yam quelque chose là. Aidez-moi dans les commentaires, Franklin, quelque chose. Si vous voyez aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de leur propre pays, le Cameroun, c'est parce qu'ils savent que on va les tuer. Ils ne pourront même pas mettre pied au Cameroun. Donc quand tu dis ça, Franklin va commencer à dire que lui, il a critiqué le pouvoir en place au Cameroun plusieurs fois. Il a écrit des livres, il a dit certains trucs. Mais s'il a vraiment critiqué, c'est vrai qu'il a critiqué, mais il ne s'est pas attardé comme il s'est attardé sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il pouvait continuer à faire des vidéos, parler du Cameroun chaque jour comme il le fait pour la Côte d'Ivoire? Il sait que s'il le fait, ils vont le tuer. Les États-Unis actuellement, ils ont leurs militaires en Côte d'Ivoire, ils sont en train de former des rebelles burkinabés, il faut le dire, pour pouvoir attaquer le Burkina. Et c'est toujours, on utilise les Noirs contre les Noirs, on utilise les Burkinabés contre les Burkinabés, on utilise les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Ils sont assis aux États-Unis là-bas et puis ils créent la guerre entre vous-même parce que eux, ils ont les intérêts qui sont en jeu. Ils ne veulent pas que la Chine et la Russie utilisent les ressources du Burkina. Mais est-ce que les Burkinabés sont des enfants? Ils vont faire leur propre deal avec la Chine et puis la Russie. Et un truc gagnant-gagnant, c'est que la France et les États-Unis ne le font pas. Donc on va où on a nos intérêts. Si les Chinois veulent nous exploiter, c'est à nous de dire non. On fait un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est que la France n'accepte pas et les États-Unis. Donc pourquoi on va... Ce sont nos ressources, ça n'appartient pas à la France, nous aux États-Unis. Et ceux qui pensent à leur propre intérêt, ils pensent à s'enrichir, ils ne pensent pas à l'intérêt national, ils ne pensent pas au futur. C'est eux qui acceptent les propositions des États-Unis, c'est eux qui acceptent les propositions de la France pour pouvoir lutter contre leurs propres frères au Burkina, dans tous les pays de l'AES. Et ils savent que le centre de cette résistance de l'AES se trouve au Burkina. Parce que celui qui est au pouvoir actuellement au Burkina, Ibrahim Traoré, l'enfant est trop intelligent. Quand je dis l'enfant, ce n'est pas un enfant, man. Mais c'est une personne très intelligente. C'est vrai qu'il vient de l'armée, mais je sens que l'enfant, pour moi, c'est le nouveau Thomas Sankara. Je n'étais pas pour Alassane, mais il est venu au pouvoir. On a vu dans les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, c'était déplorable. Il y avait des morts. Le président Gbagbo, il savait qu'il n'était pas en position de force. Il ne devait pas laisser les choses aller jusqu'à ce que les Ivoiriens perdent leur vie. Il devait éviter ce bain de sang et laisser Ouattara prendre le pouvoir. Parce que, en fin de compte, il n'était pas en position de force. Mais il a voulu tenir tête parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas le tuer, mais on pouvait tuer les autres. La vie des Ivoiriens n'est pas importante pour lui. Il nous a prouvé ça à plusieurs reprises avec la mort de plusieurs Ivoiriens. Devant l'hôtel Ivoire, les militaires français qui ont tiré sur des Ivoiriens qui n'avaient pas d'armes. Ils ont tiré sur des Ivoiriens, je répète, qui n'avaient pas d'armes. Et la communauté internationale n'a rien dit. Gbagbo, en tant que président, il n'a même pas dénoncé ça. Il n'a pas amené cette affaire en justice, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans la Cour internationale ou partout. Il n'a rien dit. Les gens sont morts cadeau pour lui. Soi-disant, on luttait contre la France à cause de ses discours contre la France. Oui, il ne pouvait rien dire parce qu'il comptait sur cette France pour protéger son pouvoir de toute façon. Donc, Alassane est venu au pouvoir, le président Alassane. On a commencé à voir ce qu'il a fait. Il a fait son rattrapage ethnique, on ne peut pas le nier, mais
quand on regarde le travail qu'il a fait, aucune reproche. Il a fait ce qu'il pouvait et il a fait un bon travail. Il a fait des routes, les ponts, il construit certains domaines. Les gens disent qu'on ne peut pas manger les ponts, on ne peut pas manger les routes. C'est parce qu'ils sont ignorants, ils le disent. Parce que ces ponts et ces routes, on a besoin de ça pour pouvoir transporter ce que vous devez manger de toute façon. Parce que, oui, ça veut dire que c'est vrai, la vie est chère actuellement. D'abord, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des choses en général, c'est pas dû seulement à Alassane, c'est dû au Covid, c'est dû à beaucoup d'autres choses. C'est vrai. Si le pouvoir d'achat augmentait aussi, ça allait être bon. On a vu Alassane augmenter le salaire des fonctionnaires. Et sous Gbagbo, on n'a pas vu ça. Au contraire, Gbagbo, il a dit qu'il n'allait pas ajouter un franc au salaire des fonctionnaires. Il s'est opposé à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Il a dit dans un discours officiel, il a fait les déclarations officielles. C'est des gens qui se disent panafricains au PPACI, pendant que leur leader, celui qui est le président de leur parti, n'est pas un panafricain. Les mensonges, ils sont en train de se mentir eux-mêmes. Vous vous dites panafricain, choisissez quelqu'un d'autre. Parce que celui-là, vous nous avez prouvé à 1000 reprises qu'il n'est pas un panafricain. C'est Gbagbo qui était là, il n'est pas un panafricain. C'est Gbagbo qui est là, c'est pas un panafricain. Donc, je pense que le moment est venu de se... On encourage le président Ibrahim Traoré à renforcer sa sécurité, à se méfier, à ne pas faire l'erreur que Thomas Sankara a fait. Maintenant, au niveau de Thiam, ils doivent réinstaurer sa candidature pour cette élection 2025. Il va aller aux élections. S'il peut gagner, il va le gagner. S'il ne peut pas le gagner, ça serait une expérience pour lui pour les prochaines séances, les prochaines élections. Maintenant, le président Alassane Ouattara ne doit pas poser sa candidature. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont RDR, ce podcast n'est pas pour vous. Bienvenue sur le podcast du pognon africain. Oui, ceux qui connaissent le mot pognon, automatiquement, on sait que ce sont des Ivoiriens. Oui, aujourd'hui, je fais ce podcast parce que la situation est grave en Côte d'Ivoire. Nous sommes vers la fin du mois d'avril 2025. Et dans quelques mois, c'est-à-dire en octobre 2025, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Oui, depuis 2010, à chaque fois qu'il y a des élections, ça crée une certaine psychose dans la population. Et cette année, les choses sont en train de s'aggraver. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous montrent que tout est en train d'être mis en place pour avoir des élections où le sang va couler. Des élections de guerre. Ce qui est contraire à ce que la population ivoirienne veut, c'est-à-dire des élections apaisées. Le peuple ivoirien a toujours voulu des élections apaisées, comme ce qui se passe au Ghana, comme ce qui se passe au Sénégal. Le peuple ivoirien aspire à ce genre d'élection où
l'alternance est importante. Mais cette année, avec la libération du président Gbagbo, et certains nouveaux candidats, surtout la libération de Gbagbo et de Blé Goudé, ça crée déjà la psychose. Gbagbo qui veut forcément être candidat à son âge. Et le président Ouattara aussi qui veut forcément briguer un 4e mandat. Donc, on va parler de ça dans ce podcast. Pour situer un peu les choses dans leur contexte et puis pour aussi éliminer certaines personnes, certaines fanatiques de certaines personnes que j'ai citées, on va mettre les choses au clair dès le départ dans ce podcast. Si tu es un supporter d'Alassane, ce podcast n'est pas pour toi. Si tu es un supporter de Gbagbo, ce podcast n'est pas pour toi. Si tu es un fanatique de Thiam, ce podcast n'est pas pour toi. Si tu es un fanatique de Blé Goudé, ce podcast n'est pas pour toi. Et si tu es un fanatique de Soro, Guillaume, ce podcast n'est pas pour toi. Si tu es un fanatique de Yvette Gbagbo et Afi N'Guessan et tous les autres candidats, ce podcast n'est pas pour toi. Mais si tu es un fanatique de la Côte d'Ivoire, ce podcast c'est pour toi. Si tu es quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, notre pays, ce podcast c'est pour toi. Voilà. Parce que je dis ça parce que je serai très véridique dans ce podcast. Tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Et c'est important que je dise ça parce que on a fait des élections en 2010, il y a eu du sang qui a coulé et je n'ai pas aimé. On n'a pas eu l'opportunité de sensibiliser nos populations. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore au niveau que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun a l'opportunité de sensibiliser nos populations. Avec un simple téléphone, tu peux faire ton podcast et sensibiliser nos populations. C'est dans ce sens-là que je vais vous donner tout ce que est la vérité. Le reste, ce que vous entendez partout, c'est du pur mensonge. Pourquoi je dis que c'est du pur mensonge? Il y a 3 catégories. La première catégorie, ce sont les héritiers. Et parmi les héritiers, il y avait 3 héritiers. Aujourd'hui, il reste seulement 2 héritiers. Les 3 héritiers, c'était Bédié, Alassane et Gbagbo. Ils sont tous dans la même catégorie. La première catégorie, ce sont ceux qui ont hérité du pouvoir du président Houphouët-Boigny. Dans la deuxième catégorie, on retrouve Tidiane Thiam et on a Billon. Ils sont du même parti, mais ils sont dans la deuxième catégorie. Dans la troisième catégorie, on a le reste, c'est-à-dire Afi N'Guessan, Blé Goudé, Yvette Gbagbo, Soro Guillaume, c'est important que je le dise, et tout le reste des opposants sont dans la troisième catégorie. Pourquoi je parle de catégorie? Et chaque catégorie a ses caractéristiques. La première catégorie, ce sont les héritiers, comme j'ai dit. Ils sont les héritiers, ils sont déjà à un certain âge. Pour moi, si vous voulez savoir ce que je pense de cette première catégorie, pour moi, aucun d'eux ne doit être candidat en cette année 2025. Simplement parce qu'ils sont déjà trop vieux. Ils ont atteint un certain âge qui ne doit plus être candidat. Et ceux qui vont me dire pourquoi
on a eu des présidents qui sont vieux comme en Amérique avec Joe Biden. On a vu l'expérience avec Joe Biden qui a voulu se représenter. On a vu ce qui s'est passé. Donc nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà ma réponse à ça. Donc les héritiers, c'est comme si la Côte d'Ivoire ne pouvait pas exister sans ces héritiers-là. Ils n'ont qu'à comprendre qu'à un certain moment, ils doivent préparer la nouvelle génération pour prendre le pouvoir. Mais comme ils veulent rester au pouvoir, pour eux, le pouvoir, c'est une royauté. Donc, ils considèrent qu'ils doivent mourir au pouvoir. Et parmi les héritiers aussi, il y a ceux qui viennent pour être président parce qu'ils veulent être président. On va en parler. Et ils veulent le nom président. Ils prennent l'excuse que, oui, je viens d'une famille pauvre. Je vais vous montrer l'exemple à tous les Ivoiriens qu'on peut venir d'une famille pauvre et être président. Et pendant qu'ils ont été présidents et ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que laisser leur entourage s'enrichir avec la refondation. Il y a l'autre catégorie qui est venue, qui a fait le rattrapage. On va en parler. Le rattrapage, ce rattrapage continue jusqu'à aujourd'hui. Donc on va en parler. Mais il a fait un bon travail. On va en parler. Maintenant, dans la deuxième catégorie, ce sont des nouveaux. C'est ceux que j'appelle la nouvelle génération. On a Bion, on a Thiam. Et dans la troisième catégorie, c'est la nouvelle génération, mais ce sont des gens qui veulent être présidents simplement pour s'enrichir. Ils ne visent pas l'intérêt national, ils visent leur propre intérêt. Ils vont vous dire qu'ils veulent être président parce qu'ils ont tel programme, mais en réalité, ils veulent être président parce qu'ils veulent s'enrichir. Et ils ne peuvent pas me dire le contraire. Et personne de vous ne peut me dire le contraire. Soro Guillaume veut être président parce qu'il veut s'enrichir. Et lui, il pense que le poste de président, là, c'est son droit. C'est son droit de naissance. Depuis qu'il a goûté cette position de Premier ministre, donc il s'est dit qu'il n'a rien. Son premier travail dans la vie, c'est être rebelle. Et puis, quand il a fini l'université avec la FESI, son premier travail, c'est rébellion. Deuxième, c'est Premier ministre. Donc, il s'est dit que la vie est facile. Donc, lui, il est né pour être président, c'est-à-dire sans faire d'efforts. C'est-à-dire tuer les gens et puis être Premier ministre et puis maintenant être président maintenant. Il veut trouver un moyen pour créer une certaine rébellion en Côte d'Ivoire pour pouvoir prendre le pouvoir. Et si aujourd'hui l'AES sont avec lui, c'est parce que Alassane veut forcément faire tomber l'AES. Donc je comprends l'AES parce que moi je suis un supporter de l'AES. Je suis ivoirien, mais j'ai toujours supporté ce travail que les trois présidents du Mali, Burkina Faso et puis le Niger sont en train de faire. J'ai toujours supporté ces trois présidents qui font actuellement avec Ibrahim Traoré qui fait un très bon travail au Burkina Faso. Et j'aimerais qu'il continue à se protéger parce qu'on a besoin de lui pour développer notre continent. Donc, ça c'est au niveau des Soro. Au niveau de Blé Goudé, lui aussi, c'est l'argent qui l'intéresse, c'est la richesse qui l'intéresse. Tout ce qu'il va vous dire au niveau du programme de société, c'est purement du mensonge. Parce qu'on voit son comportement, comment il se comporte actuellement même. Tantôt, il fait des deals avec ceux qui sont au pouvoir, après, il est avec ceux qui sont à la gauche, il est partout. Et il nous dit qu'il est partisan de la paix, c'est vrai. J'apprécie le fait qu'il veut la paix dans notre pays. Et c'est ce que un bon Ivoirien, un vrai Ivoirien recherche. Mais en même temps, ce poste de président qu'il recherche, c'est pour s'enrichir. Il faut le savoir. Donc, il va vous vendre des programmes, des faux programmes pour pouvoir être président, mais simplement pour pouvoir venir s'enrichir et faire ce que son mentor a fait. Parce qu'il a appris auprès de son mentor et son mentor n'a pas fait un bon travail. Si tu as un mentor qui est Gbagbo, c'est que tu n'as pas appris. C'est-à-dire que c'est que ce que tu as appris,
tu ne peux pas développer notre pays avec ça. Parce qu'on va revenir sur Gbagbo. Le fait qu'il a donné de l'argent à l'ancien président, des millions d'euros à l'ancien président français. Donc déjà, on ne peut pas dire que c'est un panafricain. Et jusqu'aujourd'hui, je vois des Camerounais, des Africains qui disent que Gbagbo est un panafricain. Non, Gbagbo n'est pas un panafricain. Le fait que tu donnes de l'argent du contribuable à un président français et on te pose des questions, tu n'as jamais nié. Et la réponse à ça, tu dis, moi ça m'a surpris que le président français peut me demander de l'argent. J'étais tellement surpris que je lui ai remis ce l'argent. Mais l'argent de contribuable, l'argent des gens qui ont tiré sur des Ivoiriens à l'hôtel Ivoire, ce n'est pas parti quelque part. Des Ivoiriens sont morts. Tu n'as même pas amené l'affaire en justice internationale parce que tu avais peur de la France. Tout ce qui t'intéressait, c'était ton pouvoir. Et aujourd'hui, tu vas venir dire que tu es panafricain parce que certains sont assis au Cameroun et dans d'autres pays, ils ne connaissent pas ton histoire. Et puis, ils viennent, ils te disent que tu es panafricain parce que tu as résisté. Tu as refusé de quitter au pouvoir parce que c'était une résistance contre la France, mais c'était une fausse résistance. C'était une fausse résistance. Tu protégeais ton pouvoir, tu protégeais ta richesse. Tu dis à chaque fois que si toi tu voulais être riche, tu n'avais pas le poste de président, tu allais rechercher. Non, c'est faux. C'est faux. Tu es devenu président, tu as vu l'importance, tu as vu comment être président peut te rendre riche. Et tu as goûté à ça. Donc, il ne faut pas venir nous dire que la richesse ne t'intéresse pas. La richesse financière ne t'intéresse pas. Tu peux mentir à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Et ce podcast, c'est pour pouvoir sensibiliser nos populations. Donc, c'est important. Ce genre de podcast, moi, j'encourage les gens de le faire. C'est vrai qu'on a un pouvoir actuellement qui essaie de décourager les gens à donner leur opinion, à dire ce qu'ils pensent. Si tu dis ce que tu penses ouvertement, on trouve un moyen pour t'arrêter. Mais la technologie nous permet de parler sans aussi qu'ils sachent qui est en train de parler. On devient comme une radio. Donc, on parle de pognon africain. Donc, c'est maintenant, on va jouer avec eux aussi, puisqu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Il y a toujours des moyens pour pouvoir sensibiliser nos populations. Et on va toujours le faire. Parce que c'est vrai que la majorité de nos populations ne sont pas éduquées. La majorité de nos peuples ne sont pas éduqués. La majorité de notre population ne sont pas éduqués. Donc, ceux qui sont au pouvoir et les politiciens savent qu'ils peuvent leur mentir facilement et s'accaparer du pouvoir pour pouvoir s'enrichir sur le dos de nos citoyens, sur le dos de nos populations. Et ça, à un certain moment, ça doit s'arrêter. L'intérêt du pays, l'intérêt du continent doit passer. Il y a beaucoup de choses en jeu. Où on s'en va aujourd'hui, l'Afrique va se développer. Vous voulez ou vous ne voulez pas, l'Afrique va se développer. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va faire une petite discrétion. Les États-Unis sont en train de chercher un moyen pour pouvoir se débarrasser du président Ibrahim Traoré, pour pouvoir le tuer, comme ils ont fait notre idole Thomas Sankara. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui travaillent avec le pouvoir en place en Côte d'Ivoire pour pouvoir trouver un moyen pour pouvoir tuer Ibrahim Traoré. Et nous, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Donald Trump n'a qu'à savoir ça en même temps. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. On ne va pas accepter ça aujourd'hui, on ne va jamais accepter. Donc,
Le message est clair. Le président Ibrahim Traoré doit se préparer. Il doit se préparer pour pouvoir ne pas être surpris. Ce qui se passe dans le pays de l'AES, c'est une très bonne chose. C'est le début de la vraie libération. Et on est patient. On est patient. On veut voir la nouvelle monnaie de l'AES. On est patient. Ce lien ombilical avec la France, cette monnaie des esclaves, on veut la voir disparaître dans l'AES et après dans l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin de la nouvelle monnaie et l'éco-macronien. On n'a pas besoin de ça. On a décidé de créer notre propre nouvelle monnaie, l'éco, et Macron s'est accaparé de ça et pour pouvoir avoir toujours un lien, pour pouvoir toujours nous exploiter. Et il veut qu'on crée un éco-macronien. On n'est pas d'accord. L'AES va créer sa propre monnaie et après les autres pays vont rejoindre l'AES. Et c'est ce qui va se passer et c'est ce qui doit se passer. La souveraineté du peuple commence par la souveraineté monétaire. La souveraineté politique commence par la souveraineté monétaire. Et c'est très important ça. C'est très important. Et nous devons sensibiliser nos populations. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas les choses, c'est à nous de les sensibiliser et de les informer. Parce que aujourd'hui, ce qui s'est dit avec les médias traditionnels, c'est du pur mensonge, surtout les médias venant de l'Occident. Donc, heureusement, nous avons les réseaux qui nous permettent de pouvoir aussi éduquer pour changer les mentalités de nos populations. Parce que faut dire que ceux qui veulent nous exploiter, oui, ils se basent sur le fait que ils utilisent les médias, ils se basent sur le fait que nos populations ne sont pas éduquées. Et ceux qui sont éduqués, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel, pas à l'intérêt national. Et c'est ce qui se passe. Quand on voit un président que la population a supporté au Kenya, et ce même président voulait augmenter les taxes, et la population a protesté devant le Parlement. Il a laissé ses militaires tuer à peu près 30 personnes. Et ce n'est pas parti quelque part. C'est vraiment triste. Ces gars, on vous vote, c'est pour venir trahir le peuple. Ça s'est passé au Sénégal aussi. On a vu le président sénégalais, l'ancien président sénégalais, celui qui a perdu les élections récemment. Quand il était à l'opposition, on l'a tous supporté parce qu'il parlait de changement, il parlait de lutter contre les intérêts français. Et quand il est revenu, il a retourné sa veste. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a retourné sa veste. Et si vous voulez voir ce genre de trucs comparables, on a Gbagbo qui est dans ce même sens, qui fait dans ce même sens. Lui, il vient, il ne fait que parler contre la... Il est venu en tant que président, il fait parler... Il nous a dit à l'opposition qu'il était contre la France. Et il vient au pouvoir et en cachette, il donne de l'argent au président français, des millions d'euros, pendant que le peuple vit dans la souffrance. Tu utilises l'argent du contribuable pour donner l'argent au président français. Et il y a des gens qui le supportent aveuglément aujourd'hui et qui disent qu'il est panafricain. Un panafricain ne donne jamais de l'argent
du contribuable à un autre président français pour faire sa campagne électorale, pour faire sa campagne présidentielle. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas me dire que tu es panafricain et puis tu utilises l'argent du contribuable. Les Ivoiriens qui souffrent pour cet argent-là. D'abord, il y a cette exploitation de la France avec les compagnies qui sont en Côte d'Ivoire qui nous exploitent avec leurs profits. Et tu prends cet argent pour donner ça à un président, tu me dis que tu n'es pas un Africain. Tu peux signer les contrats avec les compagnies françaises. On peut comprendre. Peut-être tu as fait un appel à l'offre et tu as vu qu'il y a une petite pression française sur toi et tu as signé, ou bien ça t'arrangeait ou ça arrangeait le pays que tu signes ces contrats avec les compagnies françaises. Ok. Mais aller donner de l'argent au président et tu viens sans cash. Maintenant que tout a été découvert, tu viens, tu ne peux même pas donner une... Il n'y a aucune excuse pour ça. Toi-même, tu sais que... Et puis, tu n'as pas honte. Tu dis carrément que ça... Il était surpris que le président français me demande de l'argent. Non, mais tu n'étais pas surpris que le président français te demande de l'argent parce que sous fouet, ça se faisait depuis des années sur des années. Si tu aspires à être président, tu dois connaître ces genres de trucs. Tu n'étais pas surpris. C'est des pratiques qui existaient. Même nous qui ne sommes pas présidents, qui étaient tes élèves. On savait ça. Il ne faut pas nous dire que toi, en tant que président, ou quand tu étais dans l'opposition, tu ne savais pas ça. Ça ne t'a pas surpris. Ça ne t'a pas surpris. Tu n'as aucune excuse. Il ne faut pas nous dire que ça t'a surpris. L'idée derrière ça, c'est que, en retour, tu pensais que ton pouvoir était protégé. Tu pouvais truquer les élections. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais durant les élections et rester au pouvoir par force. Et c'est ce que tu as voulu faire. Tu t'en foutais si au nord, ils ont cassé tous les trucs, ils n'ont pas laissé tes partisans voter, tu t'en foutais. Tu te disais que de toute façon, tu vas annuler leur vote et puis tu vas être président par force. Et la France allait te supporter parce que on peut dire que c'est une manière de corrompre le président français qui était là en ce moment. Et ce n'était pas Nicolas Sarkozy. Même si celui à qui tu as remis de l'argent était président, il n'allait pas te supporter. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as appris tes leçons. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, tu veux toujours être président à ton âge. Tu ne mérites même pas de poser, ta candidature. C'est vrai, tu es un citoyen ivoirien comme tous les autres, mais tu devais avoir honte de vouloir poser ta candidature. Donc ça, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Pour moi, à son âge, la première raison pourquoi il ne devait plus se présenter, c'est le fait qu'il a utilisé l'argent du contribuable pour donner ça à un président. Déjà, ça, c'est du vol. Tu ne peux pas aspirer à devenir président quand tu es un voleur. Et je le dis, c'est un voleur. Voilà. Le fait de faire ça, c'est un voleur. Ceux qui disent que oui, tous les présidents font ça, même Alassane le font, même Alassane le fait. Oui, Alassane le fait, peut-être c'est dans la cachette, mais lui, il ne nous a jamais dit qu'il était contre la France. Gbagbo nous a dit quand il était à l'opposition, voilà pourquoi on l'a supporté. Quand j'étais encore élève, je supportais Gbagbo. Il nous a menti. Quand il est arrivé au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait avec la refondation. Il nous disait que ses mains sont liées parce qu'il est dans la rébellion. Mais en ce moment-là, son entourage s'enrichissait. On a vu la refondation, les 4x4 pour les petites filles, les villas pour les petites filles, tout son entourage. Lui, pendant ce temps, il avait plusieurs femmes. Nadi Bamba, partout, ça c'est son rôle de président. Ça veut dire, il faisait la Java, il était le président. Voilà, la souffrance du peuple, ce n'était pas son problème. Voilà, et voilà ce genre de président qui veut, c'est le nom du président, le titre de président, parler mal parler de la France, parler
être contre la France dans ses discours, tenir tête à la France, donc nous fait semblant qu'il n'aime pas les Français. Oui. Donc ça, c'est au niveau du président Gbagbo. Maintenant, prenons le président Ouattara. Il faut en parler. Oui, il est venu au pouvoir, c'est vrai que en ce moment, moi je supportais Gbagbo en 2010. Oui, je le dis aujourd'hui, je ne savais pas que Gbagbo donnait de l'argent au président français. Je ne savais pas que Gbagbo ne travaillait pas. On voyait un peu les différents graines de la refondation, mais il utilisait les excuses que le pays est en guerre. Mais en réalité, il nous trompait. Donc, je n'étais pas pour Alassane, mais il est venu au pouvoir. On a vu dans les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, c'était déplorable. Il y a eu des morts. Le président Gbagbo, il savait qu'il n'était pas en position de force. Il ne devait pas laisser les choses aller jusqu'à ce que les Ivoiriens perdent leur vie. Il devait éviter ce bain de sang et laisser Ouattara prendre le pouvoir. Parce que, en fin de compte, il n'était pas en position de force. Mais il a voulu tenir tête parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas le tuer, mais on pouvait tuer les autres. La vie des Ivoiriens n'est pas importante pour lui. Il nous a prouvé ça à plusieurs reprises avec la mort de plusieurs Ivoiriens. Devant l'hôtel Ivoire, les militaires français qui ont tiré sur des Ivoiriens qui n'avaient pas d'armes. Ils ont tiré sur des Ivoiriens, je répète, qui n'avaient pas d'armes. Et la communauté internationale n'a rien dit. Gbagbo, en tant que président, il n'a même pas dénoncé ça. Il n'a pas amené cette affaire en justice, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans la Cour internationale ou partout. Il n'a rien dit. Les gens sont morts cadeau pour lui. Soi-disant, on luttait contre la France à cause de ses discours contre la France. Oui, il ne pouvait rien dire parce qu'il comptait sur cette France pour protéger son pouvoir de toute façon. Donc, Alassane est venu au pouvoir, le président Alassane. On a commencé à voir ce qu'il a fait. Il a fait son rattrapage ethnique, on ne peut pas le nier. Mais, quand on regarde le travail qu'il a fait, aucune reproche. Il a fait ce qu'il pouvait et il a fait un bon travail. Il a fait des routes, les ponts, il construit certains domaines. Les gens disent qu'on ne peut pas manger les ponts, on ne peut pas manger les routes. C'est parce qu'ils sont ignorants, ils le disent. Parce que ces ponts et ces routes, on a besoin de ça pour pouvoir transporter ce que vous devez manger de toute façon. Parce que, oui, ça veut dire que c'est vrai, la vie est chère actuellement. D'abord, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix des biens et des choses en général, ce n'est pas dû seulement à Alassane, c'est dû au Covid, c'est dû à beaucoup de choses. C'est vrai. Si le pouvoir d'achat augmentait aussi, ça allait être bon. On a vu Alassane augmenter le salaire des fonctionnaires. Et sous Gbagbo, on n'a pas vu ça. Au contraire, Gbagbo, il a dit qu'il n'allait pas ajouter un franc au salaire des fonctionnaires. Il s'est opposé à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Il a dit dans un discours officiel, il a fait les déclarations officielles. Il a oublié qu'il vient de cette classe-là. Aujourd'hui, il est riche, donc il s'en fout du peuple. Mais Alassane, avec le travail qu'il a fait, il a pu augmenter le salaire des fonctionnaires. Et ça, c'était une bonne chose. Même si la vie est chère, déjà, il faut lui dire merci pour ça. Le travail qu'il a fait, les routes, les ponts. Quand il va quitter le pouvoir, il ne va pas prendre les routes et les ponts et partir avec ça. Ça appartient au pays. Et il a appelé à quitter le pouvoir un jour, qu'il le veuille ou pas. Voilà. Maintenant, il faut dire qu'il y a certaines routes qui sont payantes.
Là, c'est un peu exagéré. Le président qui vient, il pourra essayer de voir ce qu'il peut pour pouvoir alléger ses coûts au niveau des péages. Sinon, à part ça, je pense que Alassane a fait un très bon travail. Et quand je dis Alassane a fait un bon travail, je dis ça par rapport, c'est toujours par rapport, en comparaison avec quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que quelqu'un a fait un bon travail si on ne le compare pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et quand je compare Alassane, le travail qu'Alassane a fait, je compare ça par rapport au travail que Gbagbo a fait et au travail que Bédi a fait. Les partisans de Gbagbo vont dire que les mains du président Gbagbo étaient liées parce qu'il y avait la rébellion. Ce sont des excuses. Parce qu'il y avait la rébellion, mais ils s'enrichissaient. On a vu la refondation. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà parlé de ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des bêtes, pour des imbéciles. Maintenant qu'on dit que le président Alassane a fait un très bon travail, après ces 2 mandats, je n'étais pas pour un 3e mandat. Parce que pour moi, l'alternative est très importante. Je n'étais pas pour le 3e mandat. Mais son parti a manipulé la constitution. Ils ont changé ce qu'ils devaient changer. Ils ont trouvé l'excuse que Bon Coulibaly n'est plus celui qui devait remplacer Alassane. Et Alassane lui-même l'a dit, il n'avait pas eu le temps de préparer un autre candidat. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a une demi-douzaine de personnes qui sont prêtes à être président. Donc on attend pour voir est-ce qu'il va être candidat ou pas. Mais cette fois-ci, je pense qu'il serait candidat en 2025. Oui, donc il y a eu ce bras de fer, il y a eu quelques morts. Il est resté président. Il a gagné ses élections avec... on a vu ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'opposant. Une élection pratiquement de façade. Donc, celui qui aujourd'hui, qu'on avait nommé ministre, c'est lui qui était le seul opposant. Contre lui, aujourd'hui, cette personne-là, qui était président de la jeunesse de PDCI RDA, qui est aujourd'hui ambassadeur dans un pays africain de l'Afrique centrale, je pense. Vous savez de qui je parle? Kakabe. Oui. Donc, malgré ça, il a fait son 3e mandat. Nous sommes à la fin de son 3e mandat. Il a continué à faire un bon travail au niveau de l'économie, au niveau de l'infrastructure. C'est vrai que la vie est chère. Les Ivoiriens peinent à manger. Le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat des Ivoiriens a baissé largement avec l'inflation. On a déjà parlé de ça. Mais ce n'est pas vraiment sa priorité. Le président Alassane, ce n'est pas vraiment sa priorité. Lui, il veut créer de la richesse. Il veut satisfaire la France. Il faut le dire. Il veut satisfaire ses amis de l'Occident, les États-Unis, la France. Et le reste, c'est ce qui... le reste, ce n'est pas son problème. Bon, pour dire que je suis satisfait du travail qu'il a fait, à part son truc de rattrapage, je ne suis pas du tout pour ce truc de rattrapage qu'il a continué. Tout son entourage, ce sont ceux du Nord. Donc, voilà un peu la situation de Alassane. Et pour moi, il ne doit pas briguer un 4e mandat. Mais je pense qu'il a décidé et il va le faire. Il veut simplement s'éterniser. Je ne sais pas, le pouvoir l'a envoûté. Son entourage le fait croire à certains trucs. Mais à son âge, on ne peut pas dire qu'il est manipulé. Il est responsable de ce qu'il fait. Il est en train de suivre l'exemple de Paul Biya. Paul Biya au Cameroun, qui a créé une certaine dictature, mais transformée en royauté. Ce que j'appelle la royauté camerounaise. C'est unique. Une dictature qui s'est transformée en royauté. Voilà. Simplement, Paul Biya, lui, doit mourir au pouvoir. Et ça, tous les Camerounais sont au courant. Personne ne peut parler. Quand tu parles au Cameroun, on te tue. Ils n'hésitent même pas même. Le message est très clair. Oui, si vous voyez aujourd'hui Nathalie Young, Franklin
C'est Yam quelque chose là. Aidez-moi dans les commentaires, Franklin, quelque chose. Si vous voyez aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de leur propre pays, le Cameroun, c'est parce qu'ils savent que on va les tuer. Ils ne pourront même pas mettre pied au Cameroun. Voilà. Donc quand tu dis ça, Franklin va commencer à dire que lui, il a critiqué le pouvoir en place au Cameroun plusieurs fois. Il a écrit des livres, il a dit certains trucs. Mais s'il a vraiment critiqué, c'est vrai qu'il a critiqué, mais il ne s'est pas attardé comme il s'est attardé sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il pouvait continuer à faire des vidéos, parler du Cameroun chaque jour comme il le fait pour la Côte d'Ivoire? Il sait que s'il le fait, ils vont le tuer. Ils vont même pas hésiter au Cameroun. Et là-bas, le pouvoir de Paul Biya n'hésite pas. Donc, quand il dit que je dénonce aussi le pouvoir en place de Paul Biya, et il dit que j'ai plusieurs fois fait ça, mais non, si tu as fait ça, ce n'est pas assez. Parce que quand on compare à ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, c'est carrément une miette. C'est que si tu as parlé du Cameroun avant, tu as peur, on sent que tu as peur de parler du pouvoir en place du Cameroun. Tu attaques la France, c'est vrai, on est d'accord. Quand tous ceux qui attaquent la France, nous on est pour ça. Mais tu attaques la France, mais tu as peur d'attaquer ton propre pays. Tu attaques le pouvoir d'Alassane. Oui, tu peux parler d'Alassane, mais le fait que tu supportes Soro Guillaume, moi je ne suis pas pour toi. Parce que Soro Guillaume aussi, lui aussi, il veut venir s'enrichir. Voilà. Aujourd'hui, Soro Guillaume, là, il n'a jamais dit qu'il est contre le franc CFA. Ce n'est jamais sorti de sa bouche. Parce que pour lui, il veut venir travailler pour la France. On sait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est ennemi à la France. La France l'a mis de côté pour qu'il quitte son territoire. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il serait ami avec la France. On sait. Le retournement de veste, on l'a vu au Sénégal. On l'a vu sur plusieurs présidents. Lui, Soro Guillaume, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa poche. Il veut devenir riche. Il va vous dire que non, il veut la démocratie au pays, tout. Non, c'est faux. Il veut la dictature. C'est un gars, il est prêt pour les coups d'État. Je ne dis pas que il a voulu manifester ces conneries qui nous ont fait croire que Soro Guillaume voulait faire un coup d'État contre Alassane. Je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, carrément, s'il a la possibilité, il va le faire. Mais quand il était président de l'Assemblée nationale, tout ça, c'était des montages que le pouvoir en place a fait pour pouvoir se séparer de lui. Parce qu'il ne soutenait pas leur vision et leur démarche. Mais ça ne veut pas dire que lui, Soro Guillaume, ce serait la meilleure personne pour pouvoir diriger notre pays. Non. Soro Guillaume, il ne peut pas se comparer à Thomas Sankara. Soro Guillaume ne peut pas se comparer à Ibrahim Traoré. Non, jamais. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que Ibrahim Traoré est obligé de faire avec Soro Guillaume parce que Soro Guillaume, il est contre Alassane aujourd'hui. Et Alassane est contre Ibrahim. Donc, il peut s'associer avec Soro Guillaume pour pouvoir combattre Alassane. Je suis d'accord. Mais dire que Soro Guillaume venir être président, non. C'est pour mettre le pays en retard. C'est la même chose pour Blé Goudé, c'est la même chose pour Afik Nissan, c'est la même chose pour Simone Gbagbo. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire avancer notre pays au niveau où nous sommes là. Avec ce qu'Alassane nous a, au niveau où Alassane nous a amenés, eux, si eux viennent, ils vont nous faire régresser. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, mais c'est Blé Goudé, tous. Ils sont dans la troisième catégorie avec Soro. Donc, maintenant que j'ai dit que Alassane ne doit pas se présenter, pour moi, à cause de son âge, les héritiers ne doivent plus aspirer au poste de président en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi j'ai dit. Voilà, à cause de leur âge. D'abord, leur âge les élimine. Et puis, ils vont se baser sur la Constitution pour dire que non, ils sont éligibles. Moi, je donne mon avis. Je m'en fous de la Constitution leur permet de briguer le poste. Mais on parle de la réalité. Est-ce qu'en réalité, est-ce que ça va faire avancer notre pays? Non. Moi, je trouve que non.
Je trouve que non. On en a marre des héritiers. Maintenant, la deuxième catégorie, on a Thiam et Billon. Ils sont dans la deuxième catégorie. C'est dommage, ils sont dans le même parti. J'aurais souhaité qu'ils soient dans des partis différents. Au RHDP, sûrement, peut-être ils ont des candidats. Je suis sûr qu'ils ont des personnes qui peuvent aspirer. La nouvelle génération RHDP, il y a sûrement des personnes qui peuvent aspirer à être président, mais pas des personnes d'origine qui sont 100% étrangers, comme Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Lui, c'est un Burkinabé carrément. Quand il était à Bovis, son papa et sa mère sont du Burkina. Quand moi j'étais à l'école primaire, dans ma classe, il y avait des Burkinabés qui ont fait l'école primaire avec moi. Ils ont eu le CP avec moi. Et ils sont des pères et des mères burkinabés. Ils ont gardé leur nationalité. Ils vivaient en Côte d'Ivoire pénal. Les parents travaillaient en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. On vivait en cohérence. On n'avait pas de problème avec les étrangers. Moi, j'ai aucun problème avec les étrangers. Le fait qu'Alassane, c'est un étranger, on dit que c'est un étranger, je n'ai aucun problème avec ça. Il est président, j'ai vu son travail. Mais dit qu'un Bictogo va devenir président, non. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui a un peu ce niveau comme Alassane. Et quelqu'un qu'on ne peut pas douter de sa nationalité. Par exemple, Thiam. On ne peut pas douter de sa nationalité. C'est vrai que actuellement, on l'a rayé de la liste. Ils ont utilisé la justice. Ils ont trouvé un moyen pour pouvoir enlever son nom sur la liste des candidats. Mais Thiam, personne ne peut douter de sa nationalité. C'est un Ivoirien. Son père est sénégalais. Sa mère est ivoirienne. Sa mère est baoulée. Sa mère, c'est la petite sœur de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Donc, la Constitution, notre loi, lui permet d'avoir la nationalité, le fait qu'il a un parent ivoirien. Donc, il est ivoirien, qu'il a fait sa carrière internationale avec une autre nationalité. Ce n'est pas un problème, il n'est pas le premier à le faire. Alassane l'a fait. Voilà, il a renoncé à sa nationalité française. Où est le problème? Donc, ce que le pouvoir en place est en train de créer, ils sont en train de créer actuellement des conditions pour une élection de guerre, une élection où le sang va couler. Pourquoi radier Thiam ou créer des problèmes autour de sa volonté d'être candidat? Pourquoi créer des problèmes autour de ça? Puisque vous avez confiance en vous-même, vous dites que Alassane c'est votre candidat, qu'il a fait un bon travail. Et moi-même j'ai dit qu'il a fait un bon travail. Que le peuple ivoirien est content du travail qu'il a fait. Donc laissez le peuple ivoirien décider alors. Vous devez avoir confiance de vous. Et où est le problème? Ça veut dire que vous nous montrez encore une fois que vous avez peur. Vous nous montrez encore une fois que vous avez peur. Vous êtes en train de créer des conditions d'élection non apaisées. Vous êtes en train de créer la psychose autour de cette élection 2025. De 2025. Moi, je pense que ce n'est pas du tout bon. C'est vraiment triste. On est arrivé à un niveau où on doit penser à aller de l'avant. Et on est en train de voir que on va retourner 10 ans en arrière encore. Si on ne fait pas attention, si le pouvoir en place ne se saisit pas. Parce que on aurait aimé une transition pacifique. On va aux élections, Tidiane Thiam est candidat, et puis le RHDP présente un nouveau candidat, une nouvelle tête. Celui qui gagne, on continue à avancer avec une nouvelle génération. Si c'est le RHDP qui gagne, les relations avec les États-Unis, ça pourrait être une autre tournure. Ça pourrait être la même relation, mais ça pourra aussi être une autre vision. Parce que
Les États-Unis actuellement, ils ont leurs militaires en Côte d'Ivoire, ils sont en train de former des rebelles burkinabés, il faut le dire, pour pouvoir attaquer le Burkina. Et c'est toujours, on utilise les Noirs contre les Noirs, on utilise les Burkinabés contre les Burkinabés, on utilise les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Ils sont assis aux États-Unis là-bas et puis ils créent la guerre entre vous-même parce que eux, ils ont les intérêts qui sont en jeu. Ils ne veulent pas que la Chine et la Russie utilisent les ressources du Burkina. Mais est-ce que les Burkinabés sont des enfants? Ils vont faire leur propre deal avec la Chine et puis la Russie. Et un truc gagnant-gagnant, c'est que la France et les États-Unis ne le font pas. Donc on va où on a nos intérêts. Si les Chinois veulent nous exploiter, c'est à nous de dire non. On fait un partenariat gagnant-gagnant. Et ce que la France n'accepte pas, et les États-Unis, donc pourquoi on va... Ce sont nos ressources, ça n'appartient pas à la France, nous aux États-Unis. Et ceux qui pensent à leur propre intérêt, ils pensent à s'enrichir, ils ne pensent pas à l'intérêt national, ils ne pensent pas au futur. C'est eux qui acceptent les propositions des États-Unis, c'est eux qui acceptent les propositions de la France pour pouvoir lutter contre leurs propres frères au Burkina, dans tous les pays de l'AES. Et ils savent que le centre de cette résistance de l'AES se trouve au Burkina. Parce que celui qui est au pouvoir actuellement au Burkina, Ibrahim Traoré, l'enfant est trop intelligent. Quand je dis l'enfant, ce n'est pas un enfant, man. Mais c'est une personne très intelligente. C'est vrai qu'il vient de l'armée, mais tu sens que l'enfant, pour moi, c'est le nouveau Thomas Sankara. C'est le nouveau Thomas Sankara. Et les Américains n'aiment pas ça, la France n'aime pas ça. Et donc, ils sont prêts à travailler ensemble pour pouvoir l'éliminer. Et nous, on ne doit pas accepter ça. Aucun Africain qui se dit digne d'un Africain ne peut pas accepter ça. Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, on encourage le président Ibrahim Traoré à renforcer sa sécurité, à se méfier, à ne pas faire l'erreur que Thomas Sankara a fait. Maintenant, au niveau de Thiam, ils doivent réinstaurer sa candidature pour cette élection 2025. Il va aller aux élections. S'il peut gagner, il va le gagner. S'il ne peut pas le gagner, ça serait une expérience pour lui pour les prochaines séances, les prochaines élections. Maintenant, le président Alassane Ouattara ne doit pas poser sa candidature. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont RDR, ce podcast n'est pas pour vous, ou RHDP. Donc, je ne vais pas hésiter de bloquer tous vos commentaires, tous vos posts, tous vos commentaires sous ce podcast. Ceux qui vont laisser des commentaires qui sont des RHDP, les fanatiques des RHDP. Comme j'ai dit, le président Ouattara peut choisir un autre candidat dans votre parti de la nouvelle génération. Un autre candidat de la nouvelle génération et gagner les élections. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous, je ne suis pas de votre parti. Je ne suis pas du parti du PDCI. Je ne suis pas du parti du Blé Goudé. Je ne suis pas du parti du FPI. Je ne suis pas du parti du PPACI. Des gens qui se disent panafricains au PPACI pendant que leur leader, celui qui est le président de leur parti, n'est pas un panafricain. Les mensonges, ils sont en train de se mentir eux-mêmes. Vous vous dites panafricain, choisissez quelqu'un d'autre. Parce que celui-là, vous nous avez prouvé à 1000 reprises qu'il n'est pas un panafricain. C'est Gbagbo qui était là, il n'est pas un panafricain. C'est Gbagbo qui est là, c'est pas un panafricain. Donc, je pense que le moment est venu d'éveiller nos consciences, la conscience de nos populations. Le moment est venu de sensibiliser nos populations. Le moment est venu d'interpeller nos autorités, ceux qui sont au pouvoir actuellement, pour qu'on aille à une élection apaisée. Il y a encore le temps de le faire. Il y a encore le temps de laisser Thiam se présenter, de laisser Blé Goudé se présenter.
Blé Goudé, même si c'est un tricheur, lui il va où les choses l'arrangent, on a déjà parlé de ça, laissez-le se présenter. Gbagbo, à son âge, si vous dites qu'il ne doit pas se présenter, je suis d'accord. Même si c'est une injustice, je préfère cette injustice. Si on doit le forcer à comprendre que non seulement il n'est pas un panafricain, non seulement il a fait un mauvais travail, avec son âge, il ne doit pas se présenter. Voilà, utilisez votre souci, même si c'est de l'injustice, je suis d'accord. Parce que à cet âge, avec ce qu'il a fait, c'est-à-dire, c'est l'injustice, mais c'est la justice indirecte. Parce qu'il a volé l'argent des Ivoiriens pour aller remettre ça à un président. Donc il ne mérite pas d'être président. Sur cette base seulement, il ne mérite pas d'être candidat. Voilà. Et tout ce que je dis dans ce podcast, c'est ce que je pense. Et ceux qui sont d'accord avec moi, abonnez-vous. Et puis, laissez un commentaire. Même si vous ne voulez pas laisser un commentaire, abonnez-vous. Et partagez ce podcast. Parce que c'est la meilleure manière de sensibiliser nos populations. Comme j'ai dit, la majorité de nos populations ne sont pas éduquées. Ils sont dans les villages, ils sont dans les villes éloignées, ils ne sont pas allés, n'ont pas fait les études, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est à nous de les sensibiliser. Et quand vous partagez cette vidéo dans vos groupes, ça va permettre à certains de comprendre les choses. Ça va permettre à certains qui sont d'accord avec ce que nous disons de s'abonner. Et c'est comme ça le mouvement va commencer. Le mouvement d'élection pacifique. Le mouvement de la nouvelle génération de la Côte d'Ivoire.